Merci bien, M. Ba. Nous vous exprimons toute notre compassion par rapport à ce qui est arrivé. Et au même moment, nous vous remercions parce que beaucoup de victimes se sont succédées ici. Elles nous ont dit que vous avez fait beaucoup pour elles. Merci. Merci pour ce soutien. Vous étiez le président du comité d'organisation de ces manifestations, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous donner des explications réelles par rapport à ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai. D'accord. Et vous étiez là, toutes les péripéties, tous les périples, vous avez pris part. Oui. D'accord. On va insister sur certains passages. Vous dites que ce qui vous a surtout amené à penser à cette manifestation, c'est la sortie du président Dadis au quartier Boulbiné. J'ai pas bien entendu. Le président Dadis avait fait une sortie au quartier Boulbiné. Oui. Et au cours de cette sortie, il a dit qu'il pouvait, n'est-ce pas, se présenter à toute élection présidentielle. C'était un coup de semonce et nous avons pris conscience du danger qui guettait le pays et nous avons usé juste après avec le doyen Jean-Marie au niveau des forces vives de toutes les diligences pour rencontrer le CNDD, pour aller nuitamment rencontrer le capitaine Dadis pour les amener à renoncer à leur projet. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. D'accord. Et le colonel Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD, a dit clairement Dadis ou la mort. C'est vrai. Ça a aussi contribué. Oui, parce que la première étape, c'était la déclaration du capitaine Dadis à Boulbiné. La deuxième étape, c'était cette déclaration du colonel Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD, Dadis ou la mort, qui était pratiquement comme si c'était un programme politique. Et il y a l'événement du palais aussi, l'esplanade du palais. L'esplanade du palais est venue après, parce que c'était en crescendo que les choses se sont passées. Et la sortie de l'abbé, ça n'a pas contribué? Bon, parce que nous avions déjà pris les dispositions d'organiser la manifestation du 28 septembre avant même de savoir qu'il y avait un programme qui était esquissé pour que le CNDD puisse aller à l'abbé, puisque la lettre d'information à la mairie de Dixine date du 23 septembre. D'accord. Et la réponse, vous étiez parvenu quand? Bon, je pense que le 24 ou le 25 septembre. D'accord. Et en substance, qu'est-ce qu'on disait dans cette lettre-réponse? Bon, pour la mairie, que le stade n'est pas dans leur juridiction et qu'ils ne peuvent pas prendre des dispositions à cet égard, conformément à notre demande. Et comme dans notre lettre, nous avions demandé à ce que la mairie prenne les dispositions pour assurer la sécurité des manifestants, ils ont rajouté qu'ils ne disposent pas de force en mesure de sécuriser la population et les manifestants. Et le ministre des Sports, est-ce que vous avez également adressé un courrier? Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de réponse à notre courrier, parce que les deux courriers étaient partis en même temps. D'accord. Et au stade, vous avez bien vu M. Toumba? Oui, dès qu'ils sont venus, c'était frappant, puisque c'était lui qui a donné des instructions pour que nous descendions des gradins pour aller au niveau de la pelouse. Il était accompagné par des militaires? Bon, il y avait des militaires qui étaient à côté de lui, mais bon, 13 ans après et maintenant,
avec tout ce que nous avons entendu, pour ne pas avoir l'air de tricher par rapport à ce que j'avais vu à l'époque, on ne pouvait pas les distinguer. Bien, est-ce qu'il était armé? On n'a pas remarqué ça aussi? Non, ce qui était... Non, je n'ai pas cherché à vérifier. Est-ce que vous l'avez vu tirer sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. D'accord. Et M. Kegbro, est-ce que vous l'avez vu tirer aussi sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. Vous dites que c'est lui qui vous a aidé à sauver El Hadj Cellou? Oui, bien entendu, c'est lui qui nous a sortis de ce pétrin, parce que s'il n'était pas venu à ce moment-là, je me pose la question de ce qu'on serait devenu. Et est-ce que M. Toumba a tellement mis des leaders dans sa voiture? Bon, il a pris tous les autres, il les avait amenés avec lui. Nous, on est restés derrière parce que El Hadj Cellou était par terre et je ne pouvais pas l'abandonner. D'accord. Est-ce que vous avez vu des machettes, des flèches, des gourdins? C'était difficile à dire puisque tous nous avons bénéficié, entre guillemets, de circonstances plus ou moins, j'allais dire, exceptionnelles. En dehors des coups que nous avions reçus, nous ne pouvons pas attester de ce qui s'est passé par la suite à l'intérieur du stade, dans la solitude, mais on a vu qu'il y avait par la suite beaucoup de personnes qui étaient blessées et les récits que nous avons enregistrés étaient macabres. Mais de visu, je ne peux pas dire que j'ai vu des gens, en dehors de ce que je viens de déclarer tout à l'heure, des gens armés de coupe-coupe et de noms. On était dans d'un espace qui était loin du grand monde. Donc, est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens, des gens qui étaient habillés en t-shirt, genre Chelsea et autres? Bon, sur le coup, on a vu des gens avec des espèces d'uniformes qui n'étaient pas du tout conformes avec l'allure de ce que les forces de défense et de sécurité doivent porter. Bon, il y avait des civils, donc ceci et ceux-là qui nous poursuivaient pour nous asséner de coups avant l'arrivée du colonel Tibourou. Bien, vous dites au camp Samori, vous avez vu un camion militaire qui était venu, mais vous n'avez pas pu voir l'intérieur. Oui. Mais ça m'a tiqué. Un camion était quand même venu. Oui, c'était comme si les parois étaient très hauts, donc on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il avait garé à quel niveau précisément? Dans l'espace qui mène au dispensaire du camp Samori. Il y avait beaucoup de militaires autour. Bon, dès que le camion s'est garé, j'ai l'impression que c'était comme s'il n'y avait pas quelque chose de particulier. J'ai simplement vu un militaire essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et après il est redescendu et voilà. Il vous a quand même semblé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur? Ça m'a semblé bizarre. D'accord. Et que savez-vous des cas de disparition, d'esclavage sexuel? Puisque vous étiez dans le mouvement, qu'est-ce que vous avez appris à propos de tout cela? Bon, j'ai appris énormément de choses, des récits très tristes, des gens qui étaient enfermés au camp Makambo et qui sont restés longtemps, dont certains étaient des militants. Et le récit était très douloureux. Et d'autres, il y a au camp Alpha Yaya, il y a des personnes enfermées dans les conteneurs. Bon, il y a eu beaucoup de choses de ce genre. Donc, à travers tous ces récits, tous ces témoignages, vous croyez qu'il y a eu effectivement
des disparus. Oui, parce qu'il y a certains... filles victimes d'esclavage sexuel. Bon, parmi les filles que nous avons pris en charge, vous savez, il y a des choses que des fois les personnes, par pudeur, n'aiment pas raconter, mais a priori, on avait entendu qu'il y avait des personnes séquestrées dans ce sens. Et pour vous, ces massacres-là, quel est le mobile réel? Pourquoi il y a eu ces massacres? Bon, c'était une forme d'intimidation pour semer la terreur, et peut-être que est-ce que ceci était fait spécialement pour la manifestation, ou bien est-ce que ce qui était dans une certaine mesure, ça c'est une analyse, est-ce que ce n'était pas une confrontation entre différentes forces militaires qui étaient en train de se préparer? Et donc la manifestation du 28 septembre, avec la répression qu'elle a endurée, je pense, a fait que beaucoup de choses qui étaient prévues, planifiées, n'ont pas pu se faire, et ça a détourné l'action vers une autre dynamique. Bien. Est-ce que vous avez eu vent des différentes réunions qui s'étaient tenues au niveau de la hiérarchie militaire bien avant ces événements du 28 septembre? Personnellement, je n'étais pas informé de cela. Je n'ai pas appris qu'il y avait ce genre de réunion, mais je dois dire que je m'intéressais peu à ces aspects. Sinon, on risquait d'être, comment on appelle ça, intimidé, ou parce qu'on sait comment les choses se passent. On vous fait croire qu'il y a des choses qui se préparent parce que, dans le but de vous déstabiliser. Et personnellement, j'étais focus sur l'organisation de la manifestation, proprement dit. D'accord. Au cours de cette matinée du 28 septembre, il avait plu, hein? Oui, il y avait une fine pluie, mon inquiétude, c'était que la pluie soit suffisamment forte, parce que en 92, le fait qu'à ce moment-là, pour la conférence Nations souveraines, que beaucoup de responsables se soient débinés à la dernière minute, ont impacté de manière sérieuse la lutte politique, parce que de 92 à 2004-2005, c'est comme si c'était un ectoplasme plat. Il n'y avait plus de manifestations, il n'y avait plus de contestations. Et pendant toute cette longue période, on disait tout ce qui se fait en Guinée est possible. Toute revendication démocratique, s'il n'y a pas un soutien populaire, c'est comme si vous êtes dans les nuages, vous voulez amener ce pays, cette société, vers plus de démocratie. Mais vous voyez, rien ne se passe, la population est atteinte d'une telle apathie, et c'était l'inquiétude que le 28 septembre 2009, qu'on se retrouve encore dans cette situation, parce que si cela se passait comme ça, j'avoue qu'on en aurait encore pour des dizaines et des dizaines d'années dans une situation de léthargie démocratique et de recul dans tous les domaines. D'accord. Vous dites que vous avez reçu un coup au niveau de la tête. Vous avez pu dévisager la personne? Non, non. C'était un militaire, c'était un béret rouge? Bon, vous savez, dans cette brouhaha, dans cette tohu-bohu, je n'ai pas pu distinguer, je n'ai même pas vu venir le coup. Tout simplement, j'ai su que j'ai reçu un coup sur la tête. J'étais sonné, mais j'avais gardé heureusement toute ma lucidité.
D'accord. Nous revenons à la clinique Ambroise Paré. Ce sont deux militaires qui étaient venus avec des grenades. D'accord. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas pu les identifier? Bon, je n'ai pas pu, et puis il n'y a jamais eu l'occasion, au moment où la mémoire était fraîche, de savoir c'était qui. Mais je sais que le colonel Thieboro sait de qui il s'agit, puisqu'ils sont du même corps, du même milieu. Est-ce que vous pouvez revenir sur les propos de celui qui avait proféré des menaces? Non, ils ont indiqué, puisque déjà la cellule était sur le brancard à l'intérieur et que les médecins s'affairaient, il leur a dit, si vous ne les sortez pas, ils vont jeter des grenades à l'intérieur de la clinique. En ce moment, le colonel Thieboro était là? Il était là, oui. Et Toumba aussi était là? Non, je n'ai pas vu le commandant Toumba. Il n'était pas présent en ce moment? Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. D'accord. Et qui donc avait envoyé ces leaders-là à la clinique Ambroise Paré? Puisque quand vous arriviez, ils n'étaient pas là. Je sais que le colonel, le commandant Toumba Diakité, c'est lui qui a pris en charge tous les autres leaders, excepté M. Dallet et moi-même. Mais les leaders, eux, ils étaient là, à l'intérieur de la clinique? Non, on ne les a pas rencontrés là-bas. Parce que pour moi, le colonel, le commandant Toumba était parti depuis... la notion du temps me fait défaut lorsque j'y repense, mais ils étaient partis bien avant. Je veux savoir, ces leaders-là, qui étaient venus avant vous à la clinique, n'est-ce pas? Ils étaient à l'intérieur de la clinique? Ils n'étaient pas à l'intérieur de la clinique. Ils étaient au dehors? Je ne les ai pas vus. D'accord. Seulement, vous avez vu les deux militaires qui sont arrivés? Oui. Et le colonel Thieboro était là? Oui. Merci bien. Au stade, vous avez vu des femmes violées, des filles violées? Pour cela, la seule femme que j'ai vue, c'était celle au niveau de l'esplanade, qui était entourée par des hommes en uniforme et qui cherchaient à la dévêtir, et elle se débattait pour protéger sa nudité. C'est le seul cas que vous avez vu? Oui, parce que... Oui, vous n'avez pas vu des corps? Non. Vous n'avez pas vu des blessés? Bon, nous étions blessés, mais... Hormis vous? C'était difficile parce que vous apercevez du monde, des gens qui courent. Peut-être certains sont tombés. C'était le sauve-qui-peut? Oui, c'était le sauve-qui-peut général. Et nous, est-ce que nous avons fait l'arrivée du commandant Toumba Diakité et notre sortie du stade? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est 20 minutes? C'est difficile de se prononcer, mais bien. Je sais que d'autres sont restés là-bas des heures durant, et avec tout ce qui a pu se passer pratiquement dans bien. la solitude. Vous dites que le président Jean-Marie vous disait qu'il avait reçu des menaces. Lorsque vous étiez arrivé chez lui? Lorsqu'on est arrivé le matin, il n'avait pas l'air de vouloir aller au stade. Vous avez compris qu'il avait reçu des menaces? C'est ce qui était très probable, mais nous avons estimé, pour ne pas rééditer nos échecs de 92, c'était de le laisser là-bas avec un ou deux autres responsables. Je veux juste savoir ce passage. Vous avez compris quand même qu'il avait reçu des menaces, n'est-ce pas? Oui, parce que M. Sidia Touré avait confirmé que lui, il avait reçu des appels. Alors pour vous, est-ce que ce n'était pas des prémices de ces massacres-là? Non, ce n'était pas possible de penser que cela allait être possible. Donc au moment où vous alliez au stade, vous n'aviez jamais compris qu'il y aurait eu des massacres? Non, parce que d'autant plus, comme ministre de la Réconciliation nationale, le massacre du 22 janvier 2007, nous avions organisé une espèce de forum national où l'institution militaire était venue présenter ses excuses à la nation pour dire que plus jamais des choses de ce genre ne vont pas se répéter.
Et malheureusement, ça c'était au mois d'août 2008. Par la suite, nous avons su que cette forme de justice transactionnelle n'était pas suffisante pour empêcher des expressions de massacre aussi dramatiques et tragiques comme celui du 28 septembre. Bien. Et le fait que nous n'avons pas eu le procès plus tôt a encouragé encore la réédition de ce genre de massacre un peu partout à l'intérieur du pays. Est-ce que la population civile portait sur elle des armes? Non, parce que c'était une exigence formelle de venir sans qu'il y ait toute confusion autour de ça. C'était une manifestation purement pacifique. Vous n'avez vu personne armée, la population civile? Parce que même lorsque le matin on allait vers le stade, j'ai rencontré un jeune qui avait un sachet. Je me suis arrêté pour lui dire qu'est-ce qu'il a dans son sachet. Ça, c'était même loin du stade. C'était au niveau de Dixide, à côté, un peu à côté de comment on appelle ça, de la pharmacie. Mais comme c'était convenu, il ne fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse indiquer que des gens pouvaient transporter des armes blanches ou toute autre chose. D'accord. Et pour vous, ces massacres-là, est-ce qu'ils ont été spontanés ou bien ils ont fait l'objet d'une préparation minutieuse pour vous? Bon, c'est un peu compliqué, mais déjà, le fait d'ouvrir le stade, pour moi, c'était un élément qui n'était pas normal. Oui, cette question, elle est importante. Pour vous, parce que comme je l'ai dit, vous êtes en amont, vous êtes en aval. Oui. Pour vous, ce que vous avez constaté au stade, est-ce que ça pouvait vous faire dire que c'était spontané, c'est-à-dire les gens ont appris que vous étiez mobilisés au stade, ils sont venus pour réprimer, ou bien ils ont pris toutes les dispositions pour pouvoir réprimer cette manifestation-là? Bon, comme je ne suis pas au courant mais le fait que le portail du stade soit ouvert, pour moi, était un élément qui sentait un piège qui allait se refermer autour des manifestants. Mais comme la situation s'est présentée, on n'y pouvait rien parce que c'était une foule qui nous a transportés, enthousiastes, croyant que le fait d'entrer dans le stade était une victoire en soi. Intérieurement, lorsqu'ils m'ont porté, j'étais inquiet du fait qu'on rentrait dans le stade. Mais bon, on n'y pouvait plus rien. D'accord. Et merci bien. Merci. Merci beaucoup. Parti d'Ouine qui sortent tous les jours pour les Monsieur deux acteurs. Kamara, je ne parle pas de tous les jours. Ouais. Ce jour, oui, je dis. est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant parce qu'il y a eu des communiqués à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade? Non, venir au stade ce jour, pour moi-même c'est annulé parce que avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation, y compris moi. Qu'il y a une manifestation, mais un communiqué qui a... Je ne comprends pas, aidez-moi à vous comprendre. Moi je parle du stade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle du stade. Ouais. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation au stade? Non. Non. Vos hommes sont venus au stade après? Oui. Ou bien vos hommes n'étaient pas au stade? Les hommes étaient au stade, comme vous avez dit, Ils devant le stade. Ils sont venus alors au stade. C'était sur ordre de qui? Je vous dis que la patrouille ne rêvait pas de moi. Mais mes instructions étaient que chaque jour, le matin comme le soir, qu'il y ait au moins une équipe ou deux équipes de patrouille qui soient vraiment mises sur le terrain. Et pourquoi, Monsieur le Président? Ok.
Merci, Monsieur le Président. À mon tour, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier. À l'instar de l'accusé ici présent, merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les avocats et avocates, aussi bien de la défense que de la partie civile. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi avant tout d'adresser mes vifs remerciements au tribunal pour le professionnalisme avec lequel vous dirigez les débats dans le respect des principes cardinaux qui gouvernent la procédure pénale, notamment le respect du principe d'équité, le respect du principe du contradictoire, mais surtout de la préservation de l'équilibre des droits de toutes les parties au procès. Monsieur le Président, je reste convaincu d'avance que dans la composition de ce tribunal criminel que vous avez le privilège de diriger, de présider, ce tribunal rendra des décisions justes, équitables, en application stricte de la loi. Ça s'agit de l'autre côté, souffrez d'écouter. De toute façon, c'est le ministère public qui a la parole. Donc, Monsieur le Président, je m'en vais. Des questions, ça va venir. Donc, je disais, Monsieur le Président, je vais terminer par vous remercier pour la bonne et saine décision que vous avez prise d'avoir rejeté toutes les exceptions dilatoires de la défense. À présent, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'adresser à l'accusé ici présent, le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Monsieur Kamara, que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? Reprenez la question, s'il vous plaît. Que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? La date du 28 septembre. Les gens là. La date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée s'enseigne même à l'école primaire. On sait que c'est la date historique qui nous a conduit à notre indépendance. Je vous entends mal là, est-ce que vous pouvez utiliser le micro s'il vous plaît? Je dis que la date du 28 septembre dans l'histoire de notre pays s'enseigne à l'école primaire. Nous savons tous que c'est la date historique qui nous a conduit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Très bien. Comment le CNDD est-il né, à votre connaissance? Comment le CNDD est-il né? Oui. Ça fait l'objet de mon occupation? Non, mais écoutez, c'est une question que je vous pose, monsieur. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Aussi simple que ça, hein? Étiez-vous membre du CNDD? C'est toute l'armée qui était membre du CNDD, il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce Ma question est de savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchegboro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. En charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça?
services spéciaux. Des services spéciaux, hein. Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Pardon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté, une fois de plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors. Qui? Le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font pas de maintien d'ordre. Pas de maintien d'ordre. Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte? Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200 personnes, y compris tout, et même les administrateurs. Personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres? Oui. Et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi? Oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité, c'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer, c'est bien ça? Envoyer les forces et retirer ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais je peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'une, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je comme vous pose, tout chef monsieur. militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités?
est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Voilà. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos hommes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel. Monsieur Camara. Oui. Où se trouvait le siège du CNDD? Reprenez. Où se trouvait le siège du CNDD? Où se trouvait le siège du CNDD? Au camp Alifaya Diallo. La cité. La cité. La cité du camp Alifaya Diallo. Une réunion s'est tenue le 27 septembre, la veille des événements du 28 septembre. Ah bon? Oui, mais bien entendu, vous le savez aussi bien que moi. Dans le cadre de la planification du dispositif de sécurité qui devait être mis en place pour empêcher cette manifestation. Est-ce que vous étiez au courant de cette réunion? Non, pas du tout. Vous ne faisiez pas partie? C'est vous qui m'apprenez. Ah, c'est très bien. Alors, je vous l'apprends. Donc, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu connaissance de la tenue de cette réunion le 27. Pas du tout. Le 27 septembre, où étiez-vous? Dans mes missions. Je vous ai expliqué. Où? Et dans mes missions. Dans vos missions, où? Mais dans mon bureau, en train de planifier ce qu'il faut, en train d'organiser, s'il faut dire, des autres missions dans le cadre de la lutte contre la drogue. D'ailleurs, comme tu le sais, c'était notre priorité à l'époque. Donc, je ne sais pas ce que vous avez comme information, mais j'étais dans mon bureau. Toute la journée du 27, du matin au soir, vous n'êtes pas sorti de votre bureau? Oui, mais mon frère, je ne peux pas te dire, je pourrais te dire seulement, je sors de mon bureau le matin, je viens à la maison à Dixine me laver, parce que la nuit, je n'ai pas le temps, me laver, me changer, revenir, tout ça là, je ne peux pas continuer à répéter ça. J'ai dit qu'à l'accoutumée, c'est comme ça. Et quand tu viens, tu restes au bureau. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, et si vous vous attelez à ça. Donc, si vous dites que tu ne peux pas rester au bureau toute la journée, je ne peux pas, après 13 ans, te dire si j'ai mangé de l'affilie ou si j'ai mangé de tel chez moi. Ce n'est pas possible. Non, moi, je ne vous demande pas ce que vous avez mangé, monsieur. Oui, mais ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement de votre En tout cas, journée? le matin, chaque matin, je sortais pour aller chez moi, Très bien. me laver, me changer et revenir au bureau. Est-ce que, dans la soirée, ou sinon la nuit du 27, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez rencontré monsieur. le capitaine Moussa Dadis Camara Oui, dans la nuit du 27 septembre? C'est une question très importante. Laisse-moi te déballer un peu. Nous sommes... je vous en prie, Oui, mais mon frère, il faut qu'on se donne le temps pour vraiment éclaircir les choses. On a tout le temps. Allez. Alors, comme je vous ai dit, dans l'audition, quand ils ont dit que si j'ai rencontré le capitaine Dadis Camara, si Dia l'avait appelé devant moi, c'est... Ouais. Ouais. Votre, hein?
Aucune réponse. Je peux reprendre la question? Aucune réponse. Il n'a aucune idée dans la tête. Oui, on peut continuer. Je vais la reprendre en français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée? Oui. Vous maintenez votre déclaration? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Oui. Je vais continuer. Tu dis la nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à 18h. Non, vous avez déjà répondu, on va évoluer là. On y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Je continue, monsieur. Monsieur Camara. Oui. Où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Du matin au soir, où étiez-vous? Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut pas que je reprenne. Doucement. J'ai déjà dit tantôt au président. D'accord. Où étiez-vous? Je reprends. Je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8h, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde du corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixie où j'y logeais, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme prendre le petit déjeuner, jouer un peu avec l'enfant, comme je t'ai dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça a coïncidé. La manifestation pouvait se tenir après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, des leaders religieux et tout. Moi, je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bambeto que j'ai vu un attroupement des gens. Je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine terrasse là que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image, je sais que tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière à crier, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je veux dire. Donc, je suis parti vers eux. Et, vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé. Oui, laissez-moi, tu me dis où j'étais. Je suis en train d'expliquer. Allez-y. Sinon, ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était ça ma question. Non, mais attends, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément que je n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'étais chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'étais à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, je n'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est. Après, je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré. Et je pense. Oui.
En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça. Voilà, si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais, après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas, c'est pourquoi je pose la question. Mais je n'étais pas un lieu seul. Je n'étais pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où? Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie Manimzé. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est le feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. Non, c'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. Vous voyez, il ne faut pas blaguer avec ça. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le feu. Non, Dieu merci que vous ne blaguez pas. Non, s'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de répondre. D'accord, si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien. Parce que vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement de s'il faut dire... Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Alors, pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre? Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. au stade. Oui, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. C'est important, hein? Au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle, et c'était au sein du même stade, mais dans la cour du stade. Maître. Monsieur Moussa Kegbro Kamara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade. Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous vois. Soyez précis. Non, monsieur. Ouais. Mais je viens de dire, monsieur le président. Oh, d'accord. Oui. Elle est claire, hein, simple. Oui. Bon, je l'ai précisé, monsieur le président. D'accord, comme vous le dites, je vais le préciser. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alifaya, Yaya. Je suis vers l'Imaya pour aller chez moi, à domicile. J'ai passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un attroupement. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Souza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un attroupement. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide, parce que de l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là, je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui étaient devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux, on a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter les manifestations et que moi, je faisais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et moi, je vous ai dit... déjà satisfait, hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question était tout simplement de savoir si vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre déclaration. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Hein? Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique, c'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées.
que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour au stade? Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, j'ai tout donné au Président et vous étiez là, mais si vous voulez encore que je revienne là-dessus, je suis libre. Mais la question est vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Mon frère, c'est du français, je vous parle. Que savez-vous? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président, sa question, elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Comment vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la même chose. Je vous ai dit que 48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, et je veux dire 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé, et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale. Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait, je suis sorti, je ne savais pas qu'il y aurait événement, mais c'est à Bamako, j'ai eu le sentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres, les gens ont applaudi, tout le monde salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. Donc là-bas, j'ai continué ma route. Et vous voyez, jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté du Manizé. Les forces de l'ordre en charge de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sage aux gens dans l'ambiance là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez comment je suis en train de parler avec les gens et comment l'applaudissement est fait. À ce niveau-là, j'ai été rassuré dans mon fort intérieur que je pouvais leur faire comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là pour ne pas impacter cette journée. Je suis parti vers les autres parce qu'il y avait un monde fou. Mais il faut que je l'explique, parce que je pense qu'il n'était pas là. C'est bon. Pendant que c'est compliqué. C'est bon. Je vais continuer. Voilà, des questions de précision, parce qu'à cette allure, on risque de reprendre encore le débat parce qu'il a dit tout ça. Posez des questions de précision, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camara. Oui. Est-ce que ce jour, les éléments de votre unité avaient été déployés sur le terrain? Je disais oui, parce que tous les jours, les gens étaient déployés le matin pour les patrouilles nocturnes et d'une. Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il s'est bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autre route et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je suis français. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui. Je les ai vus là-bas. Mais on n'est pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain?
Quel ordre, tu dis encore? Non, l'ordre de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire. Lorsqu'un militaire, suivez-moi, vous ne connaissez pas un peu l'armée, lorsqu'un militaire a une mission et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille d'huile. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Et vous voyez. Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal, oui. Et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? Suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestations dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toutes les manifestations en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça, c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs de gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. C'est pas venu de moi. Hein. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là, monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Ça, c'est des détails, je pense qu'on va aller aux questions. Important. Chacun a son rôle ici, à la barre. S'il vous plaît, ma question pourtant, elle est très simple. Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. À l'esplanade du stade. Oui, l'esplanade. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... Bien ça. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Je viens de le dire. C'était quoi leur rôle, oui, leur mission? Oui. Là-bas. Je viens de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là la patrouille et qui s'est retrouvé là-bas, je pense que il a été entendu par le pouls de juge d'instruction. S'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vais vous donner une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans ces salles-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est c'est deux rôles contradictoires. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein? À ce niveau, je t'ai dit que celui qui conduisait la patrouille a été entendu par le pouls de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place? Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout.
l'unité spéciale Ouais. chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et d'une, la journée, les gens ne peuvent pas être armés. Pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est classique. Et vous savez que moi-même j'ai des gens aujourd'hui dans les rangs, les hommes ils sont plus avec moi. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Oui, vous ne le savez pas, mais il ne faut pas oublier que j'ai des gens parmi mes hommes qui ont eu aujourd'hui, qui n'ont plus d'oreilles. Que je prends le cas de lieutenant Idrissa Kamara, c'est les bandits qui ont enlevé ses oreilles avec des coups de feu. Sont armés lors de leur patrouille quotidienne? C'est ma question. Je t'ai dit que si c'est une patrouille. Vous savez, nocturne, je fais violence sur vous-même, je vous vois. Mais non, mais je te dis, je reviens sur la chose. Si c'est une patrouille, si c'est une patrouille nocturne, oui. Mais si c'est une patrouille d'une, ça n'a aucun sens et ça, moi je ne l'ai jamais vu. Parce que je ne m'occupais pas des patrouilles. Ça pourrait faire des semaines sans que je m'adresse à ces gens. À mais vos la hommes? patrouille nocturne, oui. Vous pouvez faire des semaines sans vous adresser à vos Oui, hommes? mais ça, c'est adressé à ces hommes, c'est pas hiérarchie. Moi, j'étais à un échelon. Je ne suis pas toujours appelé à Oui, vous m'adresser à donniez eux. des ordres. C'est Hein? vous qui commandiez. Oui, mais chacun a son rôle à jouer. Très Il ne faut bien. pas oublier que On va avancer, l'armée est hiérarchisée. On va avancer. On s'il va vous plaît. avancer. Alors, ce jour du 28 septembre, Pas compris. ce jour du 28 septembre, Oui. quels ont été les ordres et les consignes données à vos hommes sur le terrain? Alors, je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas donné d'ordre ou de consignes. Je vous ai dit que la patrouille nocturne et d'une était déjà une planification ancienne. Donc, même à l'heure à laquelle ils sont sortis, demandez-les si l'heure à laquelle ils sont sortis, j'étais informé. Mais c'était leur mission traditionnelle de sortir et le matin et la nuit dans le but de mettre à l'abri les citoyens et sécuriser les citoyens. Personne ne peut ignorer aujourd'hui le résultat qu'on a atteint à l'époque. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais vous montrer juste pour une question d'éclaircissement, si vous le permettez. Est-ce que vous êtes le signataire? Lucie est là? Je voulais juste me rassurer. C'est le procès verbal d'interrogatoire de monsieur, le colonel Moussa Tchekbouro Kamara. Je veux juste me rassurer s'il s'agit effectivement de votre signature. Je peux voir ici. Oui, bien sûr. Ouais. Procès verbal d'interrogatoire. L'an 2012 et le 8 février. D'abord, juste la signature. Est-ce que c'est votre signature qui figure sur ce procès verbal? Affirmatif. C'est votre signature? Absolument. Vous avez été contraint? Bon, je suis assez grand pour ne pas être contraint à signer quelque chose. Donc, si c'est votre signature, ça veut dire tout ce qui est transcrit dans ce procès verbal vous engage. Absolument. Et vous assumez. Et pourquoi pas? Très bien. C'est ce que je voulais